Dear. Valide. People. Dear. Valide. People. Et bonjour à tous, chers auditeurs, pour cette nouvelle émission de Dear Valid People. Encore une fois, je remercie notre cher Yann National pour ce générique toujours très emballant. La dernière fois, nous avons pu présenter notre nouvelle équipe, le nouveau format, quelques thématiques que nous allons explorer durant l'année. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler de l'enfance et de l'adolescence en situation de handicap. Donc forcément, la scolarité en sera un vaste sujet, mais pas que. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les deux invités qui m'accompagnent aujourd'hui pour parler de cette thématique. Bonjour Arthur, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien. On est très content de te recevoir à Dear Valid People. Eh ben, je suis ravi aussi. Je suis pas discipliné. Et pour accompagner Arthur, nous avons aussi Léa. Bonjour, Comment vas-tu Léa? ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Eh bien, merci beaucoup d'y avoir répondu. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditoristes et un peu expliquer votre rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, l'enfance et l'adolescence en situation de handicap? Je laisse commencer. Qui en a envie? Ben, oui, je Eh ben, un groupe qui m'appelle à retour. Je suis moi-même en situation de handicap moteur, en fauteuil. Mais depuis des études d'informatique et je continue en troisième année d'informatique cette année en alternance. Voilà. merci Arthur. Moi, je m'appelle Léa. Du coup, c'était à moi, pardon. Oui, Oui, vas-y Léa. je m'appelle Léa. J'ai créé un podcast qui s'appelle Décalé, dans lequel je donne la parole à des personnes qui sont porteuses de handicap et à leurs familles. Dans la première saison, j'ai discuté avec des frères et sœurs, parce que je suis moi-même la petite sœur d'un jeune homme qui est né avec un syndrome neurologique avec troubles cognitifs et moteurs. Donc voilà, grosso modo, c'est un handicap qui affecte le mental et un petit peu le physique. Et voilà, ça a été un rôle assez particulier que d'être la petite sœur d'Anton. Je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, tout à fait, tu as bien deviné, Léa. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir vos deux points de vue, d'avoir la point de vue d'une personne concernée, dans la personne d'Arthur aujourd'hui, mais d'avoir aussi le point de vue de l'entourage et notamment de la famille d'une personne concernée, puisque le handicap, ça ne touche pas que la personne, ça touche aussi l'entourage et ça modifie
mais aussi les modalités de relation. Et même si la personne n'est pas toujours là directement, je pense que ça a toujours quelque chose, on va dire que son aura plane au-dessus de nous. Mais je pense que ça, on en parlera un peu plus tard durant l'émission. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé à l'enfance et notamment ce qui nous prend à peu près 90% du temps quand on est enfant, c'est l'école. Est-ce que vous avez des souvenirs de la maternelle, de la primaire, comment ça se passait pour faire les devoirs, les relations avec les copains, les relations avec les instituteurs aussi, ce genre de choses. Bah, même pas de CP à la terminale, c'était dans le centre de qualité qui avait une éducation nationale et des professionnels sur l'éducation, mais on était pas vraiment propagation et les professionnels nous accompagnaient individuellement et à partir du conseil ou mon background de Medina, j'ai fait des gros revenus dans le milieu originaire en BTS d'informatique. Ça m'a fait un peu bizarre quand elle compatriote et maintenant j'ai poursuivi en troisième année en bachelor informatique, toujours dans le même établissement qu'au PTS. Moi, de mon côté, enfant, je pense qu'on a été dans la même classe en CP avec mon frère et c'était un peu la première fois que j'ai été confrontée au regard des autres. Avant ça, en maternelle, je me rendais pas compte, mais on s'entendait bien, quoi. J'étais petite et il est plus grand que moi, donc c'était, je sais que j'avais déjà remarqué qu'il parlait pas, donc j'avais dit à mes parents, Anton ne parle pas. Mais donc j'avais déjà constaté une différence, mais voilà, c'était pas, il y avait rien de particulier. En revanche, ouais, on était dans la même classe en CP, donc Anton était avec un auxiliaire de vie scolaire dans ma classe, et c'est là que ça a commencé à être difficile parce que c'était le seul qui avait besoin de cet accompagnement, que c'était mon frère, et que en plus c'était difficile pour lui de suivre le niveau CP. C'était trop dur pour lui. Et en plus, il avait 2 ans et demi de plus que moi. Donc là, je me suis dit, quand même, ça fait un sacré paquet de choses qui sont un peu décalées. Et je pense que c'est un peu comme ça que les frères et sœurs vivent les premiers sentiments de différence et de pas rentrer un peu dans les cases, qui peut être dur quand on est petit. Voilà, c'est quand on est confronté à l'extérieur et que finalement les autres ne veulent pas forcément jouer avec lui, ne veulent pas, enfin, me demandent quand est-ce que ce sera fini, enfin, des choses comme ça, quoi. Et toi, tu te dis, non, c'est juste lui. Et quand on est petit, on n'a pas vraiment les outils pour répondre. Par ailleurs, on ne sait pas, on comprend pas non plus exactement ce qui se passe. Pour nous, c'est la norme, mais on nous rappelle que, en fait, c'est pas tant la norme que ça. Donc je pense que c'est ce jeu-là qui est un peu difficile à trouver. Et puis moi, je sais que j'ai été toujours très défensive. Je voulais toujours que mon frère puisse jouer avec nous. J'étais un peu une petite voilà,
voilà, j'étais derrière lui, quoi, je le poussais jusqu'au moment où en fait je pense que j'avais pas suffisamment d'aide de l'extérieur, j'avais pas suffisamment d'aide de l'école, j'avais pas suffisamment d'espace de dialogue, j'avais pas suffisamment d'endroits où j'étais entendue et je pouvais juste m'exprimer, être fière de lui et raconter un petit peu la particularité de notre quotidien. Et à partir de là, je me suis renfermée. Je pense que c'était trop douloureux et je me suis dit bon bah voilà, enfin c'est de toutes les manières, ça n'intéresse personne. L'école disait que c'était pas un lieu pour parler de ça. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit bon bah zut quoi, mais ça c'est assez tôt. Donc je pense qu'il y a une partie en fait ouais enfance adolescence qui est difficile parce que c'est vraiment les étapes de confrontation à l'extérieur. Et c'est vraiment les étapes où nos chemins se tracent un peu. Et puis moi, je voyais à quel point le chemin d'Anton et le mien n'allaient pas du tout dans la même direction. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'éducation pour tous, le liberté, égalité, fraternité, tout d'un coup, on se rend compte qu'il est pas pour tous vraiment. Et d'autant plus quand on a vraiment des difficultés d'apprentissage. Et tu vois, c'est pas comme toi, Arthur, mon frère, il peut pas du tout faire d'informatique. Il a pas du tout pu suivre un cursus normal et donc normal. Il a pas du tout pu suivre un cursus traditionnel, disons. Et c'est ce qui fait que voilà, c'était très difficile de lui trouver une place. Et toi, Arthur, de ton côté, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un seul qui est en terminale. Et est-ce que toi, tu reconnais des choses dans ce que vient de dire Léa, dans ta relation avec ta sœur? Dans ma relation avec bien. Après ma soeur, on n'était pas dans la même école. Et moi, j'ai pas vécu au milieu ordinaire, au primaire, au collège. J'ai pas vécu qu'on parle peut-être vécu au primaire et au collège. Et justement, le débat dont on parlait en première partie sur les AESH, est-ce que vous, de votre côté, comment ça s'est passé pour vous, la relation avec des AVS? Il y en a eu. Enfin, toi, Léa, pas directement, mais je suppose que tu as un peu une idée sur la question. Ouais, bah absolument. Il en a eu très tôt, Anton, jusqu'à ce que c'est un droit d'avoir une auxiliaire de vie scolaire, jusqu'à ce que la maîtresse dise que ça l'a dérangé d'avoir une AVS et qu'elle lui refuse et qu'Anton soit viré. Voilà. Ça arrive beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. C'est à la discrétion, en fait, des directeurs d'école en concertation, du coup, avec les instituteurs, institutrices, etc., de déterminer si oui ou non la présence d'un AVS est nécessaire. Là, en l'occurrence, ils ont déterminé que ça dérangeait. Et donc, du coup, Anton s'en est vu déscolarisé. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Je suis sûre qu'il y a des scénarios dans lesquels ça se passe beaucoup mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de scénarios dans lesquels en fait les enfants peuvent pas être accompagnés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à être scolarisés, qui trouvent pas d'école. Moi, je trouve que le principe est formidable. Il faudrait qu'il y en ait un par personne si on pouvait, pour avoir vraiment un suivi rapproché. Je sais pas quelle ambiance ça donnerait dans une classe, mais en tout cas. Voilà, nous, je sais que l'expérience n'a pas été très bonne parce qu'on ne lui a pas reconnu son droit. Je sais aussi d'un témoignage d'une amie ESH
que maintenant c'est presque l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on va refiler l'enfant en situation de handicap à la AVS en mode tu deviens un peu sa maîtresse et c'est toi qui t'en occupe et la maîtresse principale entre guillemets va l'ignorer et finalement c'est l'AESH qui va devoir tout faire sauf que c'est pas ce genre de distinction là qu'il faut faire, c'est tout le monde travaille main dans la main Ensemble. et oui, totalement, totalement. Et toi, Arthur, de ton côté, comment tu définirais ton expérience avec les AVS? Moi, en maternelle, j'ai beau c'était exactement comme Léa a dit au Sénégal. Après, en milieu spécialisé, il y avait un AVS pour tuer l'alcool et la maîtresse et le prof et qu'on aidait le handicap dans la principale des pompiers. Mais après le BTS, ok, on est plus rare, mais quand même, il a fallu aller voir les profs par le dernier pour expliquer parce que généralement, il avait un peu peur de pas savoir comment faire avec moi. Mais mis à part au maternel, que je me rappelle plus bas que j'étais petit, j'ai bien passé au BTS. J'ai mon AVS qui continue en troisième année avec moi qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je travaille dans le relations manager. J'ai vu un peu, mais il m'a aidé. Et de ça, ça m'a permis d'avoir le diplôme et de l'être reconnaissant. Merci Arthur. On va continuer à parler de ce sujet de l'enfance et de l'adolescence en situation de handicap après un petit break, cher auditorice. À tout de suite. Et bon, rebonjour à tous, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce petit break fait par notre Yann, adoré, préféré. Juste avant ce petit break, on parlait de la situation des AVS et comment ça pouvait se passer en milieu scolaire pour Arthur.
et pour Anton, le frère de Léa. Maintenant, dans cette continuité, moi j'aimerais parler un petit peu des copains et comment ça pouvait se passer, euh, la relation avec les copains, comment réussir à jouer avec eux. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager? Bah, au collège, je pense que j'ai pas connu des personnes pour les personnes handicapées. C'était compliqué. Dans un état plus ou moins adapté, c'était compliqué. J'ai j'ai eu des combats au primaire, mais j'ai réussi à redevenir au collège. C'était très compliqué. Il y avait de la mélancolie et au lycée, comment on est plus rare, et bien j'ai réussi à avoir des copains. Et quand j'ai commencé au milieu ordinaire, je suis allé directement voir les autres. C'était compliqué au début parce que je connaissais pas le milieu ordinaire. Et avec mon problème d'élocution, et la première fois, c'est compliqué. Il faut s'accorder. Ça reste compliqué à dégager en dehors de l'école. C'est compliqué, mais en même temps, j'y arrive et il ne faut pas voir le verre vide, il faut voir le verre à moitié plein. C'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter, Arthur, aujourd'hui. C'est que malgré des problèmes d'élocution, ça veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Et on voit très bien que tu as beaucoup de choses à dire. Et je pense que c'est bien, c'est la responsabilité aussi de personnes qui peuvent parler dit normalement, de prendre le temps de t'écouter et de comprendre ce que tu as à dire. Et moi, je trouve que c'est un magnifique défi. C'est un effort pour tout le monde, autant pour toi que pour nous. Et j'espère que les auditrices, vous comprenez ça. Après cette petite parenthèse, Léa, est-ce que tu as des choses à nous dire sur la relation avec les copains, entre Anton et les copains, mais toi aussi, je suppose que d'avoir un frère en situation de handicap, il y a toujours cette question qui arrive à un moment, et toi, tu as des frères et sœurs, et tu as ce sujet aussi à déballer, si je puis dire. Je vais commencer par la question des jeux, parce que j'ai plein de flashs qui me sont venus en tête. Mon frère est quand même hyper drôle. Enfin, en fait, il ose tout. Il est trop marrant. Il n'a pas du tout peur que les gens refusent de jouer avec lui. Il va proposer son jeu, il va imposer son jeu, notamment le basket. Il est très fort au basket.
Et moi, je suis incapable de marquer un panier. Lui, il en marque 12 dans la minute, quoi. Il est vraiment hyper fort. Et parfois, donc Anton n'a pas vraiment de groupe d'amis. Il est pas autonome dans la ville, disons. Donc, quand il sort, c'est avec mon père ou avec ma mère ou avec moi ou des amis. Et parfois, on arrive dans des endroits où il y a des gros terrains de basket où plein de gens jouent et lui il débarque, il arrive, il chope une balle et il s'introduit complètement dans le jeu sans vraiment de gêne, quoi. Et c'est assez marrant parce que moi à chaque fois je me dis oh là là, enfin voilà quoi, ça se fait pas d'arriver comme ça, mais lui il est complètement libre, quoi, et c'est très agréable de voir qu'en fait il est inclus tout de suite dans les jeux, qu'en fait tout de suite on l'inclut dans une équipe et il se mélange vraiment à tout le monde. En fait, il est vraiment fédérateur, quoi. Il crée vraiment des ambiances. Même quand il perd, il félicite les gens. Donc c'est trop marrant, quoi. Lui, l'idée, c'est en fait de générer des interactions agréables, quoi, fun, où il y a de l'action, où il y a du bruit et où tout le monde est ensemble. Donc au sport, quoi. Et plus que de vraiment jouer tranquillement avec des règles, quoi. Donc on fait parfois des parties de cartes et tout. Il y a certains jeux avec lesquels il est assez fort, mais c'est vrai que voilà, dans l'ensemble c'est assez difficile de trouver des terrains sur lesquels on peut bâtir de nouvelles choses, disons. Enfin, c'est pas évident d'arriver vers de nouveaux terrains de jeu, de nouveaux terrains d'entente un peu, mais il y en a plein qui sont déjà là et qui sont. J'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais voilà. En tout cas, je sais que ce qui est dur petit, c'est que nous, moi j'avais envie de jouer avec mon frère, mais les autres enfants avaient pas toujours envie de jouer avec lui. Donc ça c'est dur, par exemple. Mais plus grand, tout ça change, quoi, parce qu'on a des amis qui comprennent plus, on a réussi au fur et à mesure à s'armer, à trouver les mots. Les autres aussi ont été plus confrontés voilà, ont plus connu de personnes en situation de handicap et ont appris par des expériences de vie à être avec elles et jouent le jeu, quoi. Mais c'est pas toujours évident, quoi, de devoir expliquer, en fait. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est que on a l'impression de devoir expliquer, justifier à chaque fois, et voilà, c'est dur. Comme a expliqué Arthur tout à l'heure, ce qui est toujours compliqué, c'est les premières fois d'aller vers les gens, comme tu dis, expliquer, mais ensuite, une fois que les gens sont immergés dans ce nouvel univers qu'est le handicap, ils se rendent compte qu'en fait, tout est possible de pouvoir jouer. Ça demande juste de adaptation des règles, et dans certains cas aussi, ça ne demande pas d'adaptation du tout. Comme tu disais, Anton et un pro du basket, il n'y a pas eu besoin d'adaptation particulière pour ça. Il a fallu accepter qu'il fallait féliciter les gagnants, enfin les perdants. Ouais. Et toi, justement, est-ce qu'au niveau des jeux, comment ça a se passé pour toi? Avec mon frère? Non, Arthur, pardon. Arthur, oui. Moi, j'étais à l'école. On était tout à ma situation d'encore. On a adapté les joueurs de situation et les jeux qu'on pouvait pas faire, on les faisait pas. Et le sport aussi à l'école, je sais que dans l'ordinaire, c'est compliqué d'adapter le sport et que nous, comme on était tous en situation
sports, devait trouver des sports qui existent, mais des sports de handisport, et on pratiquait ça. Et à côté de votre fauteuil, avec mes copains et un entraîneur, et j'adorais ça parce que j'ai du sport à mes en même temps de l'amusement de jouer avec mes camarades et le handicap n'était pas un frein pour accéder au sport. Il fallait juste trouver là où on peut pas parler sur sport pendant des années, mais comment il y a d'adapter pour qu'on le pratique quand on est en fauteuil, ma voilà, une musique etc. Merci Arthur. Chers auditeurs, j'aimerais vous présenter Alain, qui est l'auxiliaire de Arthur, qui va nous expliciter sa pensée. Bonjour Alain. Bonjour. Est-ce que tu pourrais répéter ce qu'a dit Arthur? Oui, donc ce qu'il a expliqué, c'est que donc quand il était à l'école, vous l'avez compris, il était en milieu spécialisé. Et donc comme ils étaient tous handicapés moteurs, là où il était, le sport était adapté au handicap. Donc il a pu pratiquer des handisports à l'école. Et qu'à côté de ça, il a fait du foot fauteuil. Et donc, il disait que ça, il aimait beaucoup faire du foot fauteuil. Et que donc, c'est vrai qu'il peut pas, comme beaucoup de handicapés, pratiquer les sports, on va dire normaux, enfin comme les valides, mais qu'il y a quand même possibilité d'avoir des activités handisportives et qui sont adaptées, que ce soit pour lui. Après, il a fait une liste assez longue, et lui, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais différents valgoyards, différents étapes. Même on est handicapé, on doit nous ensemble et on voit plus le support comme un match. On est handicapé, on peut pas faire ça. On se dit, on est handicapé, ça on peut pas faire, mais comment l'adapter à notre situation? Donc il revient sur quelque chose qui est toujours une idée chez lui. Vous savez que son slogan, c'est « Never give up ». Donc c'est de dire, quand on voit un sport qu'on ne peut pas faire, on ne se dit pas « Oh, mais je ne peux pas le faire parce que je suis handicapé ». On réfléchit à comment l'adapter à notre situation de handicap pour pouvoir en faire une version compatible avec l'handicap. Merci Arthur, merci Alain. Pour avancer un petit peu, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'école, les copains, les jeux. J'aimerais aussi parler un petit peu de comment ça se passe à la maison, notamment la relation avec les parents, comment faire les devoirs, comment l'impact que ça a pu avoir sur le reste de la famille aussi. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin aussi, est-ce qu'il y a eu une fameuse
crise d'ado, crise d'adolescence, et est-ce qu'elle se manifeste différemment lorsqu'on est en situation de handicap? Je laisse commencer qui veut. Certes. Comment moi, à la maison, comment les ados sont grandissés et comme la vie des ados, mais je n'ai pas beaucoup plus. Mais en étant adulte, j'avais aussi. Mais c'est toujours mes parents qui me fait des tâches quotidiennes à barrer, je me laver et beaucoup un personne valide de tout ça. Et les raconter boire de rendu, je n'ai pas dans des boîtes qui mes parents. Je passe bien et en pendant il y a eu un massacre, on peut très bien et j'avais bien passé ce mois. Moi, avec mes parents, mes soeurs et le reste de la famille, j'ai simplement comment les autres personnes adolescentes, bon, on n'est pas plus tard. On n'est pas tout le temps d'accord avec les autres et moi quand je suis pas d'accord, je le dis et bon, des fois ça crie, mais c'est comment de plus passer. Mais sinon, c'est un pression. Et que je... Oui, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Donc d'abord, il a parlé du rapport un peu particulier lié à son handicap avec ses parents, parce qu'il dit que même s'il a toujours eu des aides de vie dont il s'occupe chez lui, des soins qu'il faut lui apporter, c'est quand même souvent ses parents quand même qui font ces soins-là, de type la toilette, le doucher, ce genre de choses. Et que donc en grandissant, c'est un peu plus compliqué, en gros, de devoir se faire doucher par ses parents, quoi, au niveau de la relation. Il a commencé par dire ça, et après il a dit que ils s'entendent bien. Après, comme tous les adolescents, ils étaient parfois en opposition, et que comme ils disent ce qu'ils pensent, des fois ça criait, mais comme dans toutes les familles, en fait, même si on est valide, et que globalement, il s'entend quand même très bien avec sa sœur, avec ses parents, avec le reste de sa famille. Merci. Moi, de mon côté, c'est un peu différent, mais il y avait pas mal de... En fait, il y avait des rendez-vous tout le temps à la maison. Il y avait tout le temps une attention qui était redirigée vers Anton parce qu'il en avait besoin. Donc, il y avait l'orthophoniste, il y avait la psychomotricité, il y avait le kiné, il y avait des choses à la maison. Petit, il a
un problème au talon, donc il a fallu mettre des attelles, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui étaient constantes. Et moi, du coup, ça m'a permis un peu de me planquer et qu'on ne me suive pas trop sur les devoirs. Moi, je me suis pas trop responsabilisée du point de vue des études parce que j'étais pas très forte. Enfin, j'étais désintéressée. Moi, j'ai eu une espèce de réaction qui était vous vous intéressez pas à ma vie, vous vous intéressez pas à ce que je vis à la maison, vous me laissez pas parler, enfin, en fait, c'est un peu de la censure. Quand je veux parler de mon frère, et ben, je vois pas ce que vous avez à m'apporter, je travaillerai pas à l'école. Je pense que petite, déjà, j'avais un peu cette espèce de réaction. Et donc, en fait, moi, j'étais un peu, je pense, du fait que mes parents étaient occupés, enfin, ne suivaient pas trop, quoi, ce que je faisais. Et donc voilà. Ce qui fait que voilà, moi, la crise d'ado a été forte, quoi. J'étais vraiment en réaction à tout, enfin, au système, à l'école, aux adultes. J'avais l'impression que personne ne comprenait ce qu'on vivait, quoi, et que personne n'avait non plus vraiment envie de l'entendre. Donc, je dirais que moi, ça s'est traduit par une fuite, quoi, de la famille, beaucoup, parce que c'était ce qui me faisait souffrir, mais en même temps, c'était ma plus grande fierté. Enfin, quand je pouvais parler de mon frère, on pouvait pas m'arrêter, quoi. Mais en même temps, c'est vraiment l'ambivalence des sentiments. C'est très particulier. C'était à la fois quelqu'un que j'aime plus que tout au monde. On est aujourd'hui très proches, mais je pense que ouais, plus jeune, ça prenait trop de place, en fait. C'est tout, ça prenait trop de place et j'avais du mal à gérer mes émotions. J'avais du mal à savoir ce qui était mon caractère et ce qui était provoqué par ma réaction à tout ce qu'on vivait. J'avais du mal à identifier qui j'étais dans toute cette histoire. Et je pense que c'est ce qui est dur, voilà, pour les frères et sœurs, quelle place on trouve, parce qu'on n'est pas les parents, donc on n'est pas censé non plus accompagner sur tout. On nous inclut pas non plus dans toutes les questions, dans toutes les décisions, dans toutes les discussions auprès de professionnels de santé, etc. Donc on est à la fois en première ligne et sollicité quand besoin, mais en même temps exclu quand plus besoin. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a aussi des questions d'avenir qui se posent. On se demande si un jour est-ce qu'on vivra ensemble, est-ce que mon frère par exemple vit encore chez mes parents, et je sais pas s'il y aura un lieu entre chez mes parents et chez moi. Je sais pas si parce que pour l'instant il est dans un CITL, donc la journée, et le soir il est à la maison puisqu'on n'a pas trouvé de lieu qui correspondait à ses besoins et qui correspondait à nos attentes aussi. Donc voilà. Ça, c'est aussi un truc, quoi. Les parents couvrent beaucoup et c'est génial, les familles couvrent, mais en même temps, la contrepartie, c'est qu'il y a des difficultés à s'adapter au monde, quoi, des difficultés d'autonomie pour la personne en situation de handicap. Et tout ça participe d'un équilibre qui est dur à trouver, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans le présent qui préserve, mais qui en même temps peut mettre des bâtons dans les roues pour l'avenir. C'est assez difficile à jauger. Mais voilà, je dirais que je pense que mon rôle de sœur est clé aujourd'hui dans la mesure où moi je l'inclus beaucoup dans des relations sociales avec des gens de son âge. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment... Déjà, nous, on arrive on va boire des verres ensemble, etc. Mais je suis son lien avec la fête, avec des soirées dans des bars, etc. qu'il ne peut pas avoir ailleurs. Voilà. Donc, c'est plutôt... je lui ramène une dose de... Voilà, qu'est-ce qu'on fait à 30 ans quand on n'est pas avec les parents. Merci pour ces partages. On va faire un dernier petit break, cher auditrice, avant de faire la dernière question de cette émission. Déjà, à tout de suite.
Et nous sommes de retour, chers auditeurs, pour cette émission de Dire Vérifie Peu sur l'enfance et l'adolescence en situation de handicap. Toujours en compagnie de Léa, Arthur et Alain. Pour terminer cette émission, moi j'aimerais vous poser cette petite question. Il nous reste que quelques minutes. Que pensez-vous de la sensibilisation scolaire? Est-ce qu'aujourd'hui, elle remplit son objectif ou est-ce qu'il y a une nouvelle formule à trouver? Moi, quand j'étais enfant-ado, il n'y avait pas du tout de sensibilisation à ça, du tout. À la différence tout court, au handicap non plus. Moi, je suis pour les cercles de parole, vraiment. Ouvrir des espaces de discussion où on parle pas forcément que de handicap, même s'il faut que ce sujet soit amené, mais juste on parle de différence, on parle d'adaptation, on parle d'adversité, on parle d'inclusion, on parle parce en fait, nos questions sont universelles, hein, à tous. Donc, je pense qu'il faut pas forcément. Je pense que c'est important de pouvoir répondre à des questions spécifiques relatives au handicap, mais je pense qu'il faut surtout qu'il y ait des cercles de parole qui soient modérés par une personne qui sache modérer un groupe, mais pas forcément par des psychologues non plus. Je pense qu'il faut pas tout de suite rentrer dans un truc. Il faut juste pouvoir libérer la parole, l'ouvrir. Ceux qui ont envie de parler, ceux qui ont envie de partager, ceux qui ont envie de poser des questions doivent pouvoir le faire. Et il faut que ce soit mis en avant. Mais sans stigmatiser, sans poser le handicap comme ce truc à part entière qu'il faut absolument comprendre. Non, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie. Discutons-en, faisons des comparaisons avec d'autres difficultés, d'autres obstacles auxquels on fait face au quotidien. Voyons quels outils, quelles solutions on trouve nous et transférons ça, partageons nos expériences. Moi, c'est vraiment les salles de discussion que je trouve essentielles. Merci Léa. Et toi Arthur, as-tu un avis sur la question? Handicap est présenté et avec pas la déboire le débat propriément des coups et bien, les gens connaissent pas comment c'est approprié des coups et les bails particuliers, par exemple, évidemment, mais ça marche. Ça peut amener à des désastres tout poussés et qu'il y a d'autres handicaps qu'on a déjà pris et longtemps. Et qu'il y a par exemple ce tour, mais qu'il y a tout ça d'être. Donc il a dit qu'il était d'accord avec Léa au début. Puis là, il vient de dire qu'en effet, comme il n'y a pas beaucoup de sensibilisation et d'information, les valides ont souvent peur des personnes en situation de handicap, enfin peur entre guillemets, en tout cas de rentrer en relation avec elles. En particulier au collège, c'est ce qu'il dit, mais en particulier quand on est petit, et que du coup, en plus, pour ce qui le concerne par exemple, les personnes
savent pas exactement ce qu'est son handicap, et donc certains s'imaginent, peuvent se dire qu'il a aussi des problèmes, enfin il a dit est-ce qu'il a toute sa tête, donc il peut avoir aussi un handicap cognitif, enfin des choses qui font que ça leur fait peur, alors que c'est pas du tout le cas d'Arthur. Il y a une forme d'amalgame qui fait que les gens ne reconnaissent pas exactement son handicap. Voilà. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Arthur et Léa, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents ce matin. Je remercie forcément la régie aussi, William, notre cher Yann Batman National. Je pense aussi à mes partenaires de l'ombre, Camille et Juliette. Bonne journée à tous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain. Dear. Valide. People. Dear. Valide. People.